Bonjour et bienvenue sur Sciences Sport Endurance pour un nouveau podcast. Comme d'habitude, on se retrouve avec mon fidèle acolyte Jérémy. Comment tu vas, Jérémy? Salut Clément, bah écoute, ça va plutôt bien. Enfin, le beau temps revient et j'ai pu enfin faire une sortie vélo depuis un petit moment parce que quand il pleut, j'évite de sortir. Et toi, comment ça va? J'avoue que ouais, le soleil, ça va faire du bien un peu à tout le monde là. Enfin, l'été arrive au mois de juin, début juin, ça va faire vraiment plaisir. Bon, du coup, aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on va parler des outils de calibration. Est-ce que tu peux un peu faire une petite définition de ce que c'est? Ouais, bien sûr, les outils de calibration, en fait, ils ont pour but de reproduire la même intensité d'effort, quel que soit l'entraînement. Du coup, quelles que soient les conditions externes qui peuvent influencer justement sur cette intensité. Et du coup, par la suite, pouvoir calibrer, par exemple, si on veut faire un entraînement à basse intensité ou à haute intensité, et avoir un indice sur l'intensité de l'exercice. Je pense que tu as été très clair. Et du coup, pour un peu faire un fil conducteur, on va partir du plus simple, en l'occurrence la vitesse ou l'allure, et aller jusqu'au plus complexe avec différentes mesures physiologiques. Donc tu peux nous dire quoi en premier lieu sur la vitesse, l'allure, etc. Bah, en premier, du coup, comme tu le dis, on va parler de la vitesse et de l'allure. Enfin, souvent en course à pied, on parle d'allure. Moi, je vais parler par rapport au cyclisme, donc au vélo. Pour moi, la vitesse en vélo, il faut pacifier. C'est-à-dire que le dénivelé, selon le relief de votre sortie, va avoir un énorme impact sur votre vitesse. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, si vous faites une sortie à 25 de moyenne, mais avec 1000 mètres de dénivelé, enfin, ça veut pas dire que l'intensité était très faible. Au contraire. De même, le vent peut être un facteur qui peut influencer aussi l'intensité de l'entraînement. C'est-à-dire que si vous avez un vent de face sur des lignes droites, vous allez avoir une vitesse moyenne qui va réduire, mais c'est pas pour autant que votre intensité elle a réduit. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes pour le vélo. C'est-à-dire que il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer votre vitesse moyenne sans pour autant réduire ou dire que votre intensité n'a pas changé. Et toi, Clément, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette allure ou vitesse? Et là justement, tu parlais de vitesse moyenne, mais c'est pareil pour en soi la vitesse instantanée. Ça paraîtrait ridicule un peu de se dire qu'on va faire une séance de fractionner entre guillemets en disant bon là je vais faire 10 minutes à 40 km/h alors que s'il faut au milieu du parcours il y aura une côte, une descente, un stop, un rond-point, du vent de face, du vent de dos qui vont rendre la vitesse comme une valeur pas du tout utilisable. À l'inverse, dans course à pied par exemple, où la vitesse peut être un bon indicateur pour s'entraîner à condition qu'elle soit fiable. Notamment, on pense à les montres GPS avec des pertes de signal qui peuvent être soit en ville avec les bâtiments, soit sous les arbres, etc. Et même dans les virages. Donc ça peut être quelque chose qui peut être utilisé en course à pied. Mais toutefois, faut bien garder en tête que la valeur, elle est à prendre avec des pincettes. Après, je sais pas si toi en aviron, vous vous servez de la vitesse. Ouais, exactement. Du coup, pour parler de l'aviron, ouais, la vitesse, on s'en sert, mais que lorsqu'on rame sur le même bassin. C'est-à-dire que quand vous allez changer de bassin, de lieu d'entraînement, il y a beaucoup de paramètres qui vont faire varier votre vitesse. Donc, par exemple, la profondeur du bassin. Plus le bassin sera profond, plus votre vitesse sera élevée. Plus l'eau sera chaude, plus votre vitesse, pareil, sera élevée. Et le vent aussi a une influence sur la vitesse. Mais je pense que la vitesse en avion est quand même moins impactée par l'environnement. C'est pour ça que je pense qu'il faut quand même prendre d'autres valeurs en considération pour calibrer l'entraînement, pas exclusivement la vitesse. Oui, et c'est ce qu'on va voir après justement. Et pour parler toujours un petit peu en lien avec la vitesse, une autre valeur qui est utilisée souvent pour calibrer l'entraînement, ça va être la distance. Donc notamment par exemple dans le cadre de l'athlétisme, où la piste de 400 mètres, ça fait valeur étalon. On peut facilement calibrer ces séances avec même pas forcément besoin de montre GPS, juste une piste de 400 mètres, un chrono, et puis savoir en combien tu dois faire tes 400 ou tes 1000 avec la distance. Ouais, exactement. Mais ce qui n'est pas forcément le cas en vélo. C'est-à-dire qu'en vélo, ça va être très rare de trouver un terrain, enfin un parcours où chaque kilomètre, chaque mètre sera quasi identique. Donc c'est vraiment une valeur à ne pas forcément prendre en compte pour calibrer l'entraînement, à mon sens en tout cas. Oui, le seul fois où on va parler réellement de distance peut-être en vélo, ça va être quand on va dire aujourd'hui j'ai une sortie par exemple de 100 km en endurance à faire ou de 150 en endurance.
ça peut être une bonne chose pour calibrer en quelque sorte sur une distance où on peut très bien parler également en temps passé sur le vélo. Ouais, exactement. Surtout pour l'endurance fondamentale. C'est sans doute la seule intensité avec laquelle on peut calibrer, enfin, avec laquelle la distance peut être utilisée pour calibrer l'entraînement. C'est la même chose en aviron, généralement. C'est quand on fait des longues sorties qu'on utilise la distance. Après, c'est possible aussi de faire des 500 mètres et des 1000 mètres, etc. Donc c'est à prendre aussi avec des pincettes, je pense, en aviron, mais c'est très utilisé aussi. Ouais, et la distance après, au même titre qu'en athlétisme avec la distance de la piste, c'est également ce qui est pris en compte en natation avec les bassins de 25 ou de 50, puisque de toute façon c'est un peu compliqué pour un nageur de lire d'autres valeurs quand il nage. Ouais, tu fais bien de le dire. En natation, ce qui est intéressant, c'est que l'espace est très fermé, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'incertitudes. On connaît déjà tout exclusivement en piscine, c'est-à-dire que la distance ne va pas changer, les conditions non plus. Donc ça, c'est un terrain favorable aux calibrations d'entraînement. Cependant, pour l'eau libre, là, ça devient déjà un peu plus dérangeant parce que déjà pour avoir une distance en eau libre, c'est quasi impossible. C'est-à-dire que on va quasi jamais droit. Les montres GPS sont pas forcément ultra précises en natation. Pour ma part, je pense que en eau libre, la seule donnée qu'on pourrait vraiment avoir, c'est surtout le nombre la fréquence de bras, de coups de bras. Et du coup, le GPS, même si c'est pas forcément, comme je l'ai dit, une valeur ultra sûre en natation. Ouais, et donc pour passer sur des valeurs un peu plus scientifiques, on va parler en premier de ce que tout le monde connaît, qui est un outil qui est utilisé depuis maintenant plus de 20 ans, la fréquence cardiaque. Donc tu peux un peu nous dire avec quoi on la mesure déjà? Ouais, bien sûr. Du coup, bah, la fréquence cardiaque, on peut la mesurer avec plusieurs outils, avec une ceinture de fréquence cardiaque classique de la marque Polar, Garmin. Il y en a même une de la marque Decathlon, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y a beaucoup de marques qui proposent ce genre d'outils. Après, c'est possible aussi de mesurer la fréquence cardiaque avec une montre au poignet, avec lumière pulsée. Et enfin, ça existe aussi des brassards, donc OH1, que confectionne Polar, qui permet aussi de mesurer la fréquence cardiaque au niveau du biceps. Et il y a d'autres outils encore qui se développent. Par exemple, personnellement, j'ai des écouteurs Jabra qui permettent également de mesurer la fréquence cardiaque. Et j'imagine qu'il y a d'autres outils qu'on cite pas forcément, mais qui sont disponibles, quoi. Ouais, et la fréquence cardiaque, c'est vrai que c'est quelque chose qui est utilisé par quasi tous les sportifs maintenant. Par contre, c'est ce qui n'est pas forcément pris en compte tout le temps, c'est que la valeur de fréquence cardiaque, elle va être très variable suivant tous les paramètres extérieurs à l'entraînement. Suivant s'il fait plus chaud, plus froid, également ce qu'on a mangé avant ou si on n'a pas mangé. Par exemple, personnellement, je peux voir que en footing, si je vais à jeun le matin ou l'après-midi après avoir mangé un petit truc, je peux avoir pour la même vitesse 20 voire 25 battements de différence. Ouais, exactement. Comme tu le dis, la fatigue également va faire varier la fréquence cardiaque parce que, comme on le sait, en fait, la fréquence cardiaque, elle est régulée par le système nerveux autonome, donc parasympathique et du système sympathique. Donc l'un augmente la fréquence cardiaque et l'autre la diminue. Et il existe différents types de fatigue qui vont intervenir et qui vont soit faire monter rapidement la fréquence cardiaque ou au contraire ne jamais la faire monter. Et par exemple, pour un type de fatigue où la fréquence cardiaque ne monte pas, si vous faites un entraînement intense et que votre fréquence cardiaque, elle dépasse pas, je dis un exemple, hein, les 160 BPM, ça veut pas dire que votre séance n'est pas intense. C'est juste que votre corps permet pas de faire monter la fréquence cardiaque et c'est pas pour autant que l'intensité est faible. L'intensité, justement, ressentie est souvent très forte. Et c'est la même chose en contrepartie, c'est-à-dire que si vous avez une fatigue qui fait monter beaucoup plus votre fréquence cardiaque, vous allez avoir une valeur qui va vous donner une intensité forte, alors qu'en réalité, bah, si vous prenez un RPE, donc le ressenti de l'intensité, bah, ça va être très simple au final. Donc c'est vraiment une variable à prendre avec des pincettes, la fréquence cardiaque, parce que de base déjà, ça repose sur le fait sur l'hypothèse que la fréquence cardiaque, en fait, elle est proportionnelle à la consommation d'oxygène. C'est-à-dire que quand votre fréquence cardiaque va augmenter,
votre consommation d'oxygène également, ce qui est un indice d'intensité, c'est-à-dire que plus vous consommez d'oxygène, plus l'intensité de l'exercice est haute. Sauf que il s'est avéré dans plusieurs études que en fait la fréquence cardiaque elle a pas forcément une relation parfaite avec la VO2. C'est-à-dire que votre fréquence cardiaque elle peut monter beaucoup et votre consommation d'oxygène au final elle monte pas tant que ça. Et du coup ça reflète pas forcément l'intensité réelle que vous êtes en train de réaliser. De plus en fait ça repose aussi sur le débit sanguin. Donc en fait le débit sanguin c'est la quantité de sang qui circule dans votre corps par minute. Et cette valeur, elle peut être calculée en multipliant votre fréquence cardiaque avec le volume de sang éjecté. Et avec ça, vous allez avoir le débit sanguin. Et en fait, la plupart du temps, on met en avant, on affirme que ce volume éjecté par battement, et ben en fait, il augmente que jusqu'à 50% de la VO2 max, et qu'après, c'est seulement la fréquence cardiaque qui va faire monter votre débit sanguin, et du coup, à ce moment-là, la fréquence cardiaque est vraiment corrélée avec la VO2 max, avec la consommation d'oxygène. Sauf qu'il s'est avéré qu'avec des athlètes très entraînés, bah, ce volume éjecté par battement de cœur, en réalité, bah, il augmente tout au long que l'intensité augmente. Et ce, jusqu'à en fait votre consommation maximale d'oxygène. Et du coup, la relation entre la fréquence cardiaque et la consommation d'oxygène, elle n'est pas forcément juste. Et du coup, la fréquence cardiaque, elle augmente pas d'une façon linéaire avec l'intensité. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes. C'est un bon indice, je trouve, la fréquence cardiaque, sur l'intensité, mais pas forcément vraiment linéairement. C'est-à-dire que si vous montez de 10 battements, et bah des fois, ça veut pas dire que votre intensité a augmenté beaucoup, ou au contraire, ça peut, chez certaines personnes, dire que l'intensité a beaucoup augmenté. Donc c'est vraiment à individualiser et à prendre avec des pincettes. Ouais, c'est clairement une valeur qui est tout le temps à croiser avec les sensations. De toute façon, dans l'entraînement, les sensations doivent quand même, la plupart du temps, être au cœur de la planification, de la gestion de l'intensité et tout ce qui va être dans l'entraînement. Et pour en revenir à la fréquence cardiaque, pour moi, c'est vraiment l'idéal de l'utiliser notamment pour faire de l'endurance, où on va pouvoir rester sous le seuil 1 tout le temps et voire plus bas pour faire de l'endurance fondamentale, où il y aura quand même peu de dérives cardiaques et ce qui va nous permettre de suivre tout au long d'un footing des valeurs plutôt linéaires. Exactement, parce que comme tu le dis, pour les séances d'intensité faible, à ce moment-là, la fréquence cardiaque est ultra importante. C'est là où elle reflète le plus l'intensité en fait de l'exercice par rapport à des intensités hautes. Donc comme tu dis, je pense que oui, c'est le moment où il faut le plus l'utiliser. C'est un peu compliqué, mais si vous avez envie qu'on fasse exclusivement un podcast ou une vidéo sur le sujet, donc uniquement sur la fréquence cardiaque, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on fera ça. Ouais, parce que c'est sûr qu'il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Après, pour la fréquence cardiaque, on peut aussi rajouter que ça peut toujours être utile pour travailler sur des séances, des intervalles longs, intenses, comme du seuil par exemple. Par contre, dès qu'on va aller sur des intensités beaucoup plus hautes, notamment, imaginons, tu es sur une séance de 400 mètres à VMA, au final, ta fréquence cardiaque, elle va commencer à monter à des valeurs assez élevées quand tu seras quasiment aux 2 tiers de ta fraction. T'auras pas l'occasion au final, si tu te calibres uniquement la fréquence cardiaque, tu auras l'impression de jamais travailler alors que au final tu seras à très haute intensité. Ouais, exactement. Je pense que tout le monde s'est un peu reconnu dans ce que tu as dit, a déjà fait une séance de basique, on va dire, allez, de 30-30 et avoir vu sa fréquence cardiaque au final monter réellement à des valeurs très hautes, qu'au bout de, je sais pas, moi, une 5-6 intervalles, enfin, quasi au milieu de la séance, comme tu l'as dit, ouais. Et justement pour éviter ça, l'outil un peu miracle qui a été mis au point depuis notamment dans le cyclisme depuis 1985 je crois et tout récemment en course à pied, c'est le capteur de puissance. Le fameux capteur de puissance qui coûtait à l'époque très très cher et qui devient accessible à tout le monde. Qu'est-ce que tu peux nous dire qu'on trouve dans le vélo par exemple? Bah alors le capteur de puissance en vélo, il est très répandu maintenant. Donc je trouve que c'est un outil vraiment vraiment intéressant. Donc j'en ai un personnellement j'en ai un donc des pédales Asioma que je vous conseille d'ailleurs.
Mais c'est un outil super. Après, on peut le retrouver à différents endroits du vélo. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai des pédales. Donc, la puissance, elle est calculée au niveau des pédales. Après, c'est possible qu'il y ait des capteurs de puissance au niveau du pédalier et même au niveau de l'axe de la roue arrière. Ouais, au niveau du moyeu de la roue arrière, notamment les moyeux Power Tape. Ouais, exactement. Mais qui coûtait aussi assez cher à l'époque et je sais pas à l'heure actuelle si ça se fait encore ou... Mais c'est vrai qu'à l'époque, les pédaliers capteurs de puissance, les premiers, les SRM coûtaient plus de 2 000 € et depuis quelques années, avec notamment les pédales qui sont tout aussi fiables pour certaines marques, mais moins coûteuses à créer, j'imagine, et donc moins coûteuses à la revente, on peut avoir des capteurs de puissance qui sont accessibles au plus grand nombre et qui permettent à tous de s'entraîner, entre guillemets, comme les professionnels. Ouais, exactement. Du coup, l'avantage d'avoir un capteur de puissance sur votre vélo, c'est que là, vous allez vraiment pouvoir calibrer au millimètre vos intensités. C'est-à-dire que vous soyez dans une bosse, qu'il y ait du vent, que vous soyez dans une descente, 1 watt, ça reste 1 watt. Donc, par exemple, si vous dites, voilà, cette séance, je fais des intervalles à FTP, que je connais ma FTP à 350 watts, que je sois en descente, bon, après, en descente, c'est compliqué de mettre 350 watts, mais que vous soyez en montée ou qu'il y ait du vent pour, du vent contre, et bah avec cette donnée, vous allez pouvoir être à la bonne intensité. Depuis peu, il s'est développé aussi des capteurs de puissance pour la course à pied. Est-ce que tu pourras nous en parler, Clément? Ah oui, alors le plus connu, c'est le capteur Stride, qui est une marque américaine, je crois. D'ailleurs, au niveau des tarifs, il me semble que c'est environ 300 €. Après, il y a d'autres capteurs de puissance en course à pied qui sont arrivés, des plus petits footpods, mais qui m'ont l'air assez peu précis. Ou sinon, les montres Polar, la dernière génération, qui ont un capteur de puissance dans la montre, à voir si la valeur est reproductible entre toutes les séances. Après, pour la fiabilité de la valeur, je sais pas trop. Mais donc pour parler du capteur Stride, il apporte des valeurs qui peuvent être assez intéressantes. Cependant, il a toujours pas été validé scientifiquement à l'heure actuelle. Ce qui a été mis en avant notamment par un article assez intéressant de Anaël Aubry sur le site Le Pape Info. D'ailleurs, on mettra en description. Au final, les valeurs de puissance, contrairement au cyclisme où ça représente uniquement la charge externe, en course à pied, les valeurs de puissance, elles vont être très dépendantes des variations au niveau de la consommation énergétique, de l'économie de course, de la restitution de l'énergie qui est emmagasinée par les tendons, du fait des différences, notamment par exemple cinématiques entre le fait de courir face au vent, le fait de courir en côte. Ce qui semble être le cas, c'est que 350 watts sur le plat, ça va pas être égal à force, enfin égal à, après il y a certainement, ça se rapproche, mais pas être parfaitement égal avec 350 watts en côte. Donc c'est quelque chose qui va être encore à mesurer dans l'avenir pour savoir si c'est réellement efficace. Mais je pense que ça peut être quand même un bon outil pour se rapprocher des intensités, notamment si demain tu prévois une séance de seuil, imaginons ton seuil à 3,30 au kilomètre, t'es le long d'un canal où t'as vent de face sur une partie et vent de dos au retour, ça va pouvoir te permettre d'affiner un peu tes allures et de savoir à quelle vitesse tu dois être. Je pense que l'intérêt, ça va être de croiser avec toutes les données. C'est là où ça peut être intéressant d'avoir à la fois la fréquence cardiaque, la vitesse, la puissance au niveau du footpod, et ça croiser tout, ça peut permettre de te rapprocher vraiment de ton allure seuil sans forcément être à la vitesse parfaite qui a été mesurée sur piste ou sur tapis. Tout en croisant aussi avec tes sensations et l'intensité perçue, bien sûr. C'est super important comme tu le dis, de croiser les informations pour avoir l'information la plus juste. Et du coup, pour revenir à cette notion de puissance, en aviron, il existe des capteurs de puissance qu'on peut mettre sur les bateaux. Après, personnellement, j'en ai jamais utilisé. J'ai jamais eu trop de retours par rapport à ça, enfin, de parler avec des personnes qui l'ont utilisé. Donc, je sais pas si les données sont extrêmement précises, reproductibles et répétables. J'en ai aucune idée. Après, c'est possible aussi de travailler à la puissance sur le rameur, donc le rameur en salle, l'ergomètre. À mon sens, il n'y a pas assez de personnes qui travaillent avec cette valeur sur le rameur. La plupart du temps, on travaille avec le temps aux 500 mètres, qui est pour moi un peu une erreur, entre guillemets, parce que souvent on dit ouais, j'ai poussé 2 secondes de mieux aux 500 mètres, c'est trop bien. Par exemple, je sais pas, on est à 2 minutes aux 500 mètres, et là d'un coup on passe de 1 minute 58 aux 500 mètres, on est content. Et par exemple, quand on passe de 1,40 à 1,38 aux 500 mètres,
on se dit, oh, pareil, c'est la même chose, c'est trop bien. Alors que il y a une grosse différence en fait. C'est-à-dire que gagner 2 secondes aux 500 mètres quand vous êtes à 2 minutes aux 500 mètres, c'est pas la même chose que gagner 2 secondes quand vous êtes à 1,40 aux 500 mètres. Ce sera pas le même nombre de watts. C'est-à-dire que l'intensité pour gagner 2 secondes quand vous êtes déjà à 1 minute 30 ou 1 minute 40 aux 500 mètres, elle sera beaucoup plus élevée. Enfin, elle sera plus élevée que gagner 2 secondes lorsque vous êtes à 2 minutes aux 500 mètres. Donc pour moi, c'est beaucoup plus précis de travailler au watt, même si c'est aussi possible de travailler autant au 500. Oui, je suis d'accord avec toi, parce que dans tous les cas, à vitesse plus élevée, ça va être beaucoup plus difficile et beaucoup plus coûteux énergétiquement de gagner du temps. Et d'ailleurs, si on peut dire un petit conseil, si jamais en compétition vous souhaitez gagner du temps, le plus facile énergétiquement pour gagner du temps, ça va être de le faire là où la vitesse est la plus faible. Notamment en vélo, par exemple. Si vous roulez, imaginons sur le plat avec du vent à 40 km heure, ça va être quand même un effort pour passer à 41, 42 km heure. Alors que, par exemple, si dans une côte vous êtes à 20 km heure, ça va être plus facile de passer à 22. Et par rapport à la puissance, il y a un truc, moi, que je trouve très intéressant, et enfin, que j'aimerais bien pouvoir un jour travailler sur le sujet, ce serait de réussir à croiser les données de puissance entre les sports. De savoir, par exemple, chez un triathlète, est-ce que si tu as un seuil, donc un FTP à 350 watts en vélo, est-ce que, dans le cadre bien sûr où le stride serait validé, qu'on serait sûr des données, etc., est-ce que ton seuil serait sensiblement égal en nombre de watts? Ou je sais pas, par exemple dans ton cas au rameur, après c'est différent vu que c'est pas les mêmes groupes musculaires, mais est-ce que tes valeurs en watts elles se rapprochent de ce que tu as sur le vélo ou etc. tu vois? Ça pourrait être carrément intéressant. Entre le rameur et le vélo, non, enfin, c'est pas les mêmes rapports. C'est-à-dire que par exemple, moi, sur un 2000 mètres, donc c'est en gros, on pourrait rapporter un peu le 2000 mètres à une valeur de PMA, puisque c'est une durée d'effort qui va être de l'ordre de 5 à 6 minutes, donc sensiblement proche de la PMA. Bah, je dois être à 390 watts, si je dis pas de bêtises. Entre 400 et 390. Alors que sur le vélo, je sais que ma PMA, elle est autour des 430 watts, quoi. Donc il y a quand même un gap. Je pense que c'est dû à des limitations qui sont différentes selon les sports. Donc par exemple le vélo, où on utilise une faible masse musculaire, la plupart du temps, le système qui va limiter la VO2 max, enfin la puissance maximale aérobie, c'est souvent le système musculaire, quoi, ou le système ventilatoire. Alors que pour l'aviron, par exemple, qui fait fonctionner une plus grande masse musculaire, la plupart du temps, le système qui va limiter l'apport en oxygène et donc la VO2 max, la PMA, bah, ça va être souvent le système cardiovasculaire, c'est-à-dire à faire circuler du sang dans tous les muscles. Parce qu'en fait, il y a tellement d'endroits où il faut envoyer du sang que au bout d'un moment, le cœur, bah, il dit merde, c'est trop compliqué pour moi, quoi. Ça serait vraiment intéressant de faire ça, mais je pense que selon les sports, ce qui va différencier, c'est vraiment le groupe musculaire qui est activé et ouais, la quantité de muscles qui est activé durant l'effort, quoi. Et plein d'autres variables encore que j'ai pas forcément citées. Ouais, tout à fait, ça va être lié, comme ce qu'on peut voir les différences de VO2 max entre les skieurs de fond, par exemple, les cyclistes, les coureurs, en fonction des masses musculaires qui sont utilisées dans les disciplines. Ouais, exactement, exactement. Et donc pour passer au prochain outil de calibration, c'est souvent considéré, enfin souvent utilisé avec la puissance puisque c'est présent dans les capteurs de puissance, c'est la cadence. Donc en cyclisme par exemple, on entend souvent parler dans les entraînements de force à faible cadence ou de travail de vélocité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, bien sûr, bien sûr. Souvent, du coup, bah, en cyclisme, on va faire varier la cadence pour recruter en fait différents types de fibres musculaires. C'est-à-dire qu'il y a une puissance constante. Si vous effectuez cet entraînement à une cadence faible, bah, vous allez recruter des fibres rapides qui va engendrer différentes adaptations et jouer plus sur la notion de force pour développer la puissance. Parce que comme on le rappelle, la puissance, c'est la force fois la vitesse. Et au contraire, si vous réalisez l'exercice à la même puissance mais avec une cadence très élevée, et bah à ce moment-là, vous allez peut-être jouer plus sur la notion de vitesse. Mais attention, les cadences à utiliser pour ce genre d'entraînement, c'est vraiment, par exemple pour la force, c'est des cadences de l'ordre de 50 RPM, quoi. Et la vitesse, c'est des cadences de l'ordre de 100,
voire même 110 RPM. Après, je peux en parler un peu plus par rapport à... Si vous voulez, j'ai réalisé un mémoire de recherche l'année dernière où j'ai pu émettre une conclusion. Et celle-ci était que utiliser une fréquence de pédalage élevée, en fait, elle va réduire l'apparition de fatigue neuromusculaire, enfin l'apparition de fatigue en général. C'est-à-dire qu'il vaut mieux privilégier lors de vos compétitions des cadences assez élevées, pas non plus extrêmes, mais plus élevées, c'est-à-dire autour de 90 RPM, qu'une cadence plus faible autour de 70. Mais à contrario, lorsque vous faites des entraînements, c'est vraiment intéressant d'utiliser des cadences assez faibles parce que ça augmente votre fatigue neuromusculaire et ça va sans doute engendrer davantage d'adaptation positive et du coup sans doute une performance accrue par la suite. Ouais, du coup, comme tu le disais, la puissance, c'est la force fois la vitesse, et ça va être aussi individualisé en fonction de chacun selon notre profil force-vitesse. Et je pense que tous les deux, on est le parfait exemple, avec toi qui as un profil plutôt force, où en vélo, t'es souvent sur des sorties avec une moyenne de 80 RPM, et moi qui ai un profil plutôt vitesse, où je suis jamais en dessous de 95 RPM de moyenne, même sur 5 heures, et sur des intensités à PMA, je vais être directement à 100-105 RPM. C'est vraiment individuel à chacun, suivant notre profil. Après, tu parlais aussi justement de la fatigue neuromusculaire. Comme tu l'as dit, c'est le fait d'être à des cadences plus faibles va entraîner plus de fatigue neuromusculaire. Après, cependant, le fait d'être à des cadences plus élevées va être plus coûteux énergétiquement. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Souvent on dit ça parce que lorsqu'on utilise des cadences de pédalage élevées, bah, la fréquence cardiaque elle est un peu plus élevée on va dire. Et du coup on estime que la dépense énergétique est un peu plus élevée comme tu le dis parce que en fait le travail interne dû à une cadence élevée est plus fort. Mais à mon sens il y a plus de bénéfices quand même à utiliser en compétition une fréquence de pédalage élevée. Enfin c'est à prendre avec des guillemets, c'est-à-dire que bien sûr il faut pas prendre une fréquence de pédalage de 120, 130 RPM tours par minute. Enfin, il faut être raisonné, mais je pense que 90, de l'ordre de 90, 95 semble optimal en tout cas. Ouais, d'ailleurs, c'est toujours marrant de pouvoir voir sur des courses cyclistes. En ce moment, il y a le Tour d'Italie. C'est il y a 2 jours, je crois, sur l'étape où je sais plus qui c'est qui était en échappée, mais qui, dans un col à 10%, avait conservé le grand plateau et était à 70 RPM, alors que ceux d'à côté dans l'échappée étaient à 90. Ouais, après, il y a toujours des exceptions, c'est sûr. Mais la plupart du temps, on verra quand même les coureurs utiliser des fréquences de pédalage assez élevées. Mais oui, oui, il y a toujours des exceptions, des extraterrestres qui arrivent et qui sont ouais, à 70 RPM et qui envoient des watts de folie. Et c'est pas pour autant qu'ils sont forcément plus fatigués. Mais je pense qu'en temps général, il faut quand même être raisonné, quoi. Et après, pour parler un peu de course à pied, la cadence, par contre, elle va avoir un intérêt tout autre. Enfin, c'est vrai qu'en course à pied, on va pas du tout entendre parler d'entraînement où on va gérer la cadence. Par contre, on va parler de cadence optimale qui est aux alentours de 180 pas par minute à peu près. Souvent, les coureurs débutants vont être sur des valeurs bien inférieures à ça, avec du coup, des foulées beaucoup plus longues par rapport à ce qu'ils devraient faire, et moins de pas par minute. Et on va avoir tendance à les faire travailler leur foulée justement pour tendre vers ces 180 pas par minute et avoir une foulée plus économe. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, après, je suis pas forcément expert en course à pied, mais oui, t'as raison, on peut jouer justement sur la technique de course pour orienter le coureur vers une cadence optimale. Après, je viens de penser, mais la cadence, elle est aussi un peu utilisée, enfin, même si c'est pas ce qui est utilisé en premier, mais si on fait je sais pas, de la survitesse, du sprint, on va forcément avoir une cadence plus élevée que la cadence habituelle et au niveau des contractions musculaires, du recrutement des fibres, ça va être totalement différent par rapport à ce qu'on a d'habitude. En soi, le but est le même, mais c'est pas directement dit qu'on travaille sur la cadence. Et en aviron, vous utilisez la cadence? Ouais, bah tu fais bien de le dire parce que ouais, en aviron, on utilise quand même pas mal la cadence. C'est-à-dire que la plupart du temps, pour les entraînements de basse intensité, là où on va essayer de travailler sa technique et de travailler sur son endurance, on va souvent adopter des cadences de l'ordre de 16 coups par minute, enfin de l'ordre entre 16 et 20 coups par minute, la plupart du temps ça reste quand même 18. Mais lorsqu'on va faire des intensités plus élevées, la plupart du temps on va augmenter la cadence pour pas forcément mettre trop de force. Parce que comme j'ai dit, enfin je répète, la puissance c'est toujours la force
multiplié par la vitesse, et la cadence, en fait, ça représente la vitesse. Et plus vous allez utiliser une cadence faible, plus il va falloir mettre beaucoup de force pour développer une grosse puissance. Et justement, par rapport à cette cadence, après, par rapport à une course, donc une course de 2000 mètres en aviron, ce qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est que ceux qui gagnent, c'est souvent ceux qui mettent énormément de cadence. Ils mettent beaucoup, beaucoup de cadence, que ce soit le rameur ou autre, parce que du coup, on n'est pas obligé de mettre beaucoup de force à chaque coup. Et à mon sens, c'est ce qui semble le plus optimal. Après, mettre une grosse cadence en aviron, ça fait monter, comme tu le dis, comme en vélo, ça fait monter beaucoup le côté cardiovasculaire, ça fait monter beaucoup la fréquence cardiaque, et il faut pouvoir l'assumer, quoi. Et justement, la plupart du temps, les rameurs qui sont très peu endurants, enfin qui ont une capacité cardiaque assez faible, ils vont utiliser une cadence assez faible parce qu'ils sont pas capables d'assumer une grosse cadence, et du coup ils jouent beaucoup sur la force. Mais à mon sens, les meilleurs rameurs, enfin ceux qui gagnent en tout cas, ils ont une cadence autour de 38, je dirais, entre 38 et 40 coups par minute. Après, ça va dépendre du bateau. Plus le bateau est long, plus c'est simple de monter la cadence. Plus le bateau est court, plus c'est un peu plus compliqué de monter la cadence. Mais à mon sens, le plus optimal reste une cadence relativement élevée, quoi. Tout en ayant un geste toujours très long. Même si maintenant, on voit que les rameurs les plus grands, donc ceux qui font plus de 2 mètres, ils ont tendance même à ramer en 3/4 coulisses, c'est-à-dire à pas faire des coups complètement entiers au détriment d'une longueur de coup, mais pour augmenter leur cadence, pour avoir une cadence très élevée. Ouais, en quelque sorte, la cadence est devenue un réel facteur de performance. À mon sens, ouais. Après, c'est sûr que rester technique avec une cadence très élevée, c'est quand même beaucoup plus dur que ramer à 30 coups par minute. Là, c'est sûr que c'est plus simple d'être propre. Et c'est pour ça que tout le monde n'utilise pas forcément aussi une cadence très élevée. Et du coup, maintenant qu'on a parlé des outils de calibration les plus connus, en quelque sorte, on va parler un peu de sujets qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, dans le premier cas, le VO2 max. Est-ce que tu imagines, toi, parce que là, actuellement, c'est utilisé, les analyses d'échange gazeux sont utilisées pour faire des tests, pour calibrer en amont. Mais t'imagines, toi, par exemple, quelqu'un qui pourrait je sais pas, un coureur à pied qui s'entraînerait sur la piste avec un Metamax portable à toutes ces séances pour être sûr d'être à la bonne valeur et bien calibrer l'entraînement? Ah non, je verrais pas ça. C'est un instrument qui est beaucoup trop invasif. C'est-à-dire qu'il prend trop de place, il est trop gênant, etc. Et pour rappeler en gros la consommation d'oxygène, elle peut vraiment refléter l'intensité en fait de l'exercice parce que c'est la quantité d'oxygène que vous allez utiliser qui va conditionner la quantité d'énergie que vous allez créer. Plus vous allez consommer d'oxygène, plus vous créez de l'énergie, plus l'intensité de l'exercice est élevée. Donc en soi, entre guillemets, ça devrait être l'outil parfait, mais comme tu dis, l'inconvénient c'est que c'est vraiment un outil qui est trop invasif, qui est vraiment pas fait pour l'entraînement, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est sûr. Je me souviens du dernier test qu'on a fait. C'était déjà au début quand tu commences à le mettre, t'arrives pas forcément à respirer. C'est un peu gênant. Par contre, l'avantage, ce serait que quand tu vas faire ton test actuellement, vu que t'en fais enfin surtout en amateur, t'en fais rarement. T'es pas forcément à ton top niveau à ce moment-là. Tu sais pas si le test t'as pu vraiment voir tes capacités, ton potentiel max. Le fait de l'avoir tout le temps, ça te permettrait de pouvoir réellement avoir tes valeurs max et voir ton vrai potentiel maximum. Ouais, c'est sûr. Puis, comme tu dis, la plupart du temps, c'est des tests qui sont réalisés en fait en laboratoire. Alors que, à mon sens, ce qui serait préférable, même si c'est plus dur justement pour que tout soit carré, que ce soit fait sur le terrain, quoi. Et le fait d'avoir un outil comme ça tous les jours, c'est sûr que pour avoir beaucoup de données et être le plus précis possible, ça serait le top. Ça serait le top. Ouais, mais malheureusement pas forcément envisageable. Et du coup, sur un autre outil, on en a parlé dans notre podcast avec Hugo Hay, des lactates, pour connaître ses seuils, ses intensités, etc. Donc lui, il nous parlait de ça parce qu'il avait calibré en amont lors de tests et il savait à peu près la valeur de lactate à laquelle il était quand il courait. Mais t'imagines, toi, par exemple, que sur ta séance sur piste, après chaque intervalle, ton entraîneur, il te prenne les lactates et puis et ils te disent si t'es bien ou pas, ou je sais pas. Ah non, c'est pareil, ça serait un peu compliqué. Après, en gros, on fait un petit rappel quand même, le lactate, c'est une substance qui est créée en fait lors de la dégradation du glucose, et plus l'intensité augmente, plus du lactate est créé.
Sauf que quand on prend des mesures de lactate, en fait, c'est au niveau sanguin et c'est pas au niveau musculaire. C'est-à-dire qu'il y a une partie du lactate créé qui est utilisée par le muscle pour créer de l'énergie. Et en fait, lorsque le muscle n'est plus capable d'utiliser tout le lactate créé, et ben en fait, il est envoyé dans le sang pour être utilisé par le cœur, le cerveau, etc., d'autres organes. Et c'est vraiment que la quantité qui est envoyée dans le sang, c'est-à-dire qui est créée moins ce qui est consommé par le muscle. Donc, ça peut révéler chez des athlètes, par exemple, le fait que leur muscle n'est pas capable d'utiliser ce lactate, ou bien par rapport à d'autres qui est ultra performant pour utiliser ce lactate. Du coup, il y aura vraiment des valeurs à individualiser selon les personnes, quoi. Mais sinon, la mesure est très invasive aussi, c'est-à-dire que on va vous piquer soit le doigt, soit l'oreille, prendre une petite goutte de sang et mesurer ce taux de lactate dans le sang. Et ça reste assez contraignant. Après, c'est pas mal pour juste vérifier si on est vraiment dans les bonnes zones quand vous faites une grosse séance d'endurance ou autre, mais c'est souvent des données qui sont utilisées pour les sportifs de haut niveau. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis je pense que t'en aurais marre un peu de te faire piquer le doigt ou l'oreille au bout d'un moment. Surtout si t'as, je sais pas, 20 fois 400 à faire, ça doit être un peu ennuyant au bout d'un moment. Ouais, exactement. Et donc, voilà, on va terminer avec un appareil que toi tu connais bien puisque tu l'utilises actuellement, le Moxie. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est? Ouais, et je vais en parler. Bon, en fait, c'est avec mon stage de fin d'études, du coup, de Master 2. Je réalise un mémoire de recherche, en fait, sur les facteurs qui peuvent limiter la consommation maximale d'oxygène, donc la création d'énergie. Donc, c'est un outil, en fait, qui va permettre de mesurer l'oxygénation du muscle, d'observer l'oxygène qui est amené jusqu'au muscle et l'oxygène qui est consommé, en fait, par le muscle. Et donc ça, au niveau pour l'utiliser à l'entraînement, toi, tu penses que c'est quelque chose qui est facile à mettre en place ou un peu plus compliqué? Bah, disons que c'est pas très invasif, on va dire. C'est-à-dire que c'est comme un espèce de gros patch que vous mettez sur la peau. Le problème, c'est qu'il peut y avoir plein d'interférences, entre guillemets. C'est-à-dire que s'il bouge, si vous avez un peu trop de graisse, entre guillemets, sous-cutanée entre le muscle et la peau, ça peut brouiller un peu, on va dire, les données. Après, sinon, ça reste assez utile parce que on peut observer un peu des zones d'entraînement. C'est-à-dire que lorsque, il y a un plateau qui se met au niveau de la SMO2. Donc, c'est ce qu'on appelle la saturation en oxygène du muscle. Donc, c'est ce que le MOXIE mesure. Lorsqu'il y a un plateau, on peut dire qu'on est en endurance, en endurance. Après, quand on voit que la courbe descend, c'est-à-dire qu'on consomme plus d'oxygène que, pour l'instant, que ce qu'on envoie dans le muscle. Donc là, on peut dire qu'on a dépassé le seuil numéro 1. Et qu'on observe un second plateau, force que l'intensité augmente, bah là, on peut dire qu'on est en seuil 2. Après, ça à prendre avec des pincettes. C'est une technologie qui est assez récente. Il y a quand même pas mal de biais, à mon sens. Il faut vraiment le coupler avec d'autres mesures pour que ça soit très, très intéressant. Après, c'est un outil, comme j'ai dit, qui est très peu invasif, à mon sens, qui peut être utilisé assez facilement, qui donne des données normalement reproductibles, répétables, mais quand même prendre avec des pincettes. Il y a des études qui montrent que ça l'est pas forcément tout le temps, par exemple pour les fortes intensités. Mais pour les faibles intensités, ouais, ça peut être intéressant de calculer des zones d'entraînement et en direct, c'est-à-dire que ça va s'adapter à l'environnement. C'est ça qui est bien aussi, contrairement à d'autres valeurs comme la puissance par exemple, qui va pas forcément être la même selon la chaleur, l'altitude, etc. C'est-à-dire, enfin, par exemple, votre puissance au seuil, elle va changer selon l'environnement, sauf que votre capteur de puissance, eh ben, il va pas changer, quoi. Il va vous donner toujours les mêmes watts. Alors que le SMO2, justement, vu que ça mesure quelque chose bah, directement au sein de vos muscles. De base, la valeur va s'adapter selon l'environnement et va vous donner des zones d'entraînement qu'il fasse chaud ou que vous soyez en altitude différente justement par rapport à ces environnements qui impactent la physiologie, quoi. Et donc ouais, c'est un outil qui est vraiment intéressant après à prendre avec des pincettes vu que ça reste assez récent, quoi. Ouais, donc comme tu dis, pour résumer, c'est intéressant, un peu récent, donc on ne sait pas encore vraiment si c'est hyper fiable sur le long terme, par exemple. Et aussi, si jamais vous n'êtes pas assez affûté, bah ça sert pas à grand-chose. Ouais, exactement. Ouais. Il y a quand même quelques biais. Après, c'est un outil qui est vraiment intéressant. Enfin, après, je l'ai utilisé pour mon mémoire de recherche et j'ai eu quand
même pas mal de données très exploitables. Après, si jamais quelqu'un qui nous écoute a d'autres outils de calibration ou utilise d'autres choses justement pour s'entraîner, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, nous envoyer un message ou quoi que ce soit. Ça nous intéresse toujours de découvrir quelque chose qu'on connaît pas ou qu'on n'a pas forcément pensé à parler aujourd'hui. Ouais, et puis si vous avez des questions sur ce qu'on a dit, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou commenter. Et si vous voulez qu'on fasse un épisode seulement sur la fréquence cardiaque ou seulement sur la puissance ou seulement sur un des outils de calibration qu'on a énumérés, il n'y a aucun problème, on le fera avec plaisir et pour vous donner un max d'infos. Ouais, c'est clair. On est accessible. N'hésitez pas à nous demander quoi que ce soit. On est là et on répondra généralement assez rapidement. Ouais, je te remercie, Jérémy, pour ce petit temps d'échange sur ce sujet fort passionnant. Ouais, bah, je te remercie Clément aussi, c'était super intéressant et c'est toujours plaisant de parler de sujets qu'on apprécie et de sport en général qui est notre passion, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, allez, à la prochaine et puis salut à tous. Entraînez-vous bien. Ouais, salut! Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous!